Suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la question que nous examinons ayant été largement exposée par mes prédécesseurs et brillamment à cette tribune, je m'efforcerai d'aller à l'essentiel. Une double évolution de sens opposé explique cette proposition de loi. Le rôle de plus en plus important des commissions d'enquête parlementaires dans le débat démocratique et, dans le même temps, la fragilisation de leurs acteurs essentiels, les témoins appelés à être entendus, voire les parlementaires eux-mêmes. J'y reviendrai. S'agissant du premier point, tout le monde s'accorde à dire que les commissions d'enquête sont des instruments essentiels du contrôle parlementaire, même si la France reste l'un des pays européens à en limiter le plus la possibilité. Au Portugal, par exemple, 10% des parlementaires peuvent se demander l'ouverture d'une commission d'enquête. Son président appartient au groupe qui est à l'origine de la proposition. Autant dire que l'opposition y dispose d'un véritable droit. La neutralisation du Parlement par l'ouverture ou l'existence d'une instruction judiciaire est inconnue des Belges et des Luxembourgeois. D'une manière générale, les commissions parlementaires dans l'Union européenne ont des pouvoirs quasi-judiciaires. Les affaires gênantes ne peuvent donc y être occultées par l'ouverture d'une instruction. Dans certains cas, les conclusions des commissions sont discutées en séance publique. On déplorera donc que la proposition de supprimer cet obstacle au contrôle parlementaire par la commission Balladur ne figure pas dans le projet de révision constitutionnelle, censé pourtant renforcer les pouvoirs du Parlement. Cette question essentielle des commissions d'enquête est d'ailleurs à peu près évacuée du débat. Malgré ces obstacles, les commissions d'enquête parlementaires, et pas seulement les plus emblématiques comme celle d'Outreau, abondamment évoquée, ont progressivement prouvé qu'elles étaient des outils essentiels du contrôle parlementaire. Norme ordinaire depuis 1991, la publicité des auditions, puis leur médiatisation, parfois en direct, en ont fait une pièce essentielle du débat démocratique tout court. Or, dans le même temps, et paradoxalement, les témoins, par ailleurs obligés de comparaître et de prêter serment, voient leur position fragilisée. Fragilisée par la jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt du 23 novembre 2004, refusant d'étendre aux témoins des commissions d'enquête parlementaire la protection accordée à ceux des tribunaux, fragilisée par l'apparition de véritables professionnels du harcèlement judiciaire, habiles à utiliser toutes les faiblesses de l'état de droit. Ainsi rapporte Alain Geste lors du débat à l'Assemblée nationale, 7 témoins entendus par la commission d'enquête consacrée aux mineurs victimes des sectes, créée en 2006, ont-ils fait l'objet de plaintes déposées contre eux par des organismes coutumiers de ce mode d'intimidation. On mesure l'obstacle ainsi mis à la manifestation de la vérité. Même les parlementaires, en principe parfaitement protégés par la loi, se retrouvent devant la justice, non bien sûr pour leurs propos tenus en commission, mais pour les avoir repris devant les journalistes. Cette proposition de loi est donc opportune et justifiée. Légitimité pour légitimité, celle du Parlement vaut bien celle des tribunaux, et en conséquence, les témoins entendus par ces commissions d'enquête ont droit à une protection au moins équivalente. Certes, les droits des tiers éventuellement mis en cause doivent être garantis, mais rien ne permet de penser que le dispositif existant ne le permet pas. Je le cite, possibilité d'audition à huis clos, si nécessaire, c'était évoqué tout à l'heure, possibilité de poursuivre pour faux témoignages et subornation de témoins, protection accordée uniquement pour les propos en rapport direct avec l'affaire, et pour les comptes rendus, l'obligation de la bonne foi impose des contraintes sérieuses. Le groupe socialiste votera donc ce texte en l'état. Mais comme vous l'avez constaté, j'ai déposé un amendement qui, s'il était adopté, permettrait d'améliorer encore le travail parlementaire. L'ordonnance de 1958 prévoit, vous le savez, que, je cite, « toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée ». Le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure. Elle est tenue, je cite toujours, de déposer sous réserve des dispositions de l'article 226-13 et 226-14 du Code pénal. Voilà qui est clair et qui ne pose pas de problème, sauf quand l'entourage du président de la République est concerné. Je connais au moins 3 cas de non-application, sans conséquence pour leurs auteurs, des dispositions, claires en principe,
de l'ordonnance de 1958. Une tentative de convocation du porte-parole du président Giscard d'Estaing en 1979, celle de Gilles Ménage, directeur de cabinet du président Mitterrand en 1992, dans l'affaire de l'hospitalisation en France du leader palestinien Georges Habash, celle enfin toute récente de Mme Sarkozy, Cécilia, dans l'affaire des infirmières bulgares libérées dans des conditions mal élucidées par la Libye. On fait valoir, ce qui reste à vérifier, qu'au moins dans les deux derniers cas, la commission d'enquête parlementaire aurait finalement renoncé à son projet, réglant ainsi élégamment la question. Peut-être. Mais même si tel est formellement le cas, qui pourrait y voir sérieusement le produit d'une soudaine illumination des parlementaires et non celui des pressions exercées sur eux, au nom bien sûr de la sacro-sainte séparation des pouvoirs qui, étrangement, autorise l'audition des membres du gouvernement, voire depuis l'année dernière celle du secrétaire général de la présidence, lesquels ont un statut juridique officiel, mais pas l'audition des envoyés spéciaux du président qui n'ont aucun statut. Plus d'ailleurs que les faits eux-mêmes, symboliquement forts, mais finalement peu nombreux, c'est la doctrine développée par l'exécutif autour de ces affaires qui pose problème et motive notre amendement. Ainsi explique David Martineau, alors porte-parole de l'Élysée en 2007, je cite, « Il serait inconstitutionnel et constituerait une entorse au principe de séparation des pouvoirs que Nicolas Sarkozy puisse répondre à une commission d'enquête, ce que d'ailleurs personne n'a demandé. » Et, c'est là que c'est intéressant, il ajoute, par extension, Mme Sarkozy, puisqu'elle était son envoyée personnelle, tombe sous la même règle. Vous le savez, Shiva a de multiples bras. Le président de la République française a, lui, des extensions. Extensions dont on aimerait connaître le statut juridique. Dans un entretien à l'Est républicain du 4 septembre 2007, Mme Sarkozy, Cécilia, précise qu'elle était en Libye, je cite, « en tant que femme, en tant que mère, sans forcément s'attarder sur la complexité des relations internationales, mais avec la ferme intention de sauver des vies. On ne m'empêchera jamais, dit-elle, d'essayer d'aider ou de soulager la misère du monde dans quelque pays que ce soit. » Elle s'est refusée à être entendue par la commission parlementaire, ajoute-t-elle, parce que, je cite, dit-elle, « je crois que ce n'est pas ma place ». Le secrétaire général de l'Élysée peut donc être entendu par une commission d'enquête parlementaire, pas une femme et une mère, si elle agit avec la ferme intention de sauver des vies. Essuyons une larme et comprenne qui pourra. C'est donc sur cette interrogation que je conclurai, non sans vous avoir remercié de m'avoir écouté. On verra dans un instant si vous avez poussé la bonté jusqu'à m'entendre jusqu'au bout. Merci, mon cher collègue.